Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on n'a pas besoin de beaucoup de raisons pour commettre un meurtre. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Ça va être ressorti à notre procès. Salut, moi c'est Anaïs et je n'ai pas mangé un plat entier de macaroni and cheese hier soir, mais si je l'avais fait, comment pourriez-vous me dire que j'ai eu tort ? Et moi c'est Marie et j'aime pas trop le jazz, mais j'aime bien all that jazz. Aujourd'hui, on se plonge dans le film Chicago, qui est sorti en 2002. Avec Catherine Zeta-Jones et Renée Zellweger et Richard Gere, réalisé par Rob Marshall. C'était son premier film. À l'origine, c'était un chorégraphe et danseur de Broadway. Ça c'est fou quand même. Et oui. Premier film, Best Picture quoi. Oui, mais il n'a pas eu meilleur réalisateur. Parce que oui, le film a été oscarisé, il a eu meilleur film. Il faut savoir que c'était un film de Miramax, donc un film Harvey Weinstein. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne méritait pas l'Oscar, mais c'était un film à campagne, quoi. Harvey Weinstein était très connu pour y aller vraiment franco sur les campagnes des Oscars, et il y est allé vraiment franco sur Chicago. Mais Rob Marshall a quand même pas eu le prix de la meilleure réalisation. Et bon, heureusement, j'ai envie de dire, vu ce qu'il a fait après, parce qu'il a fait Mémoire d'une geisha, que j'aime beaucoup, mais quand même. Moi aussi, j'aimais bien le livre. Après le film, j'en garde pas un grand souvenir. Oui, moi non plus, mais bon. Et il a fait Nine, qui était la version qui était 8,5 en comédie musicale à l'écran avec Daniel Day-Lewis. Qui, franchement, est un des pires films de Daniel Day-Lewis. Et il est devenu réalisateur d'autres comédies musicales après, non, c'est pas lui qui a fait Into the Woods ? Oui. Et d'ailleurs, Nine, c'est une comédie musicale aussi. Ah oui. Donc voilà. C'est un film que moi j'ai vu. Ça, c'est fait. Les transitions vont être super smooth. C'est un film que moi j'ai vu plein de fois. Je l'avais vu à sa sortie. Je me demande même si je l'avais pas vu au cinéma. Mais en tout cas. Donc tu avais 14 ans. Ouais. Waouh. Eh oui. Et t'as aimé la première fois que tu l'as vu ? Bah ouais. Bah oui, c'est fun. Mais je me souviens que c'était pas non plus... En fait, je pense en grandissant, je l'apprécie de plus en plus aussi, parce qu'il y a un côté sombre que j'aime bien, quoi, qui n'était pas dans ce que j'aimais le plus dans les comédies musicales à l'origine. Maintenant que tu as eu envie d'assassiner de multiples partenaires, tu peux un peu plus te projeter dans le récit. Exactement. Toi, tu n'avais pas trop envie de voir ce film. Enfin, en tout cas, c'était vraiment pas un truc qui t'attirait, quoi. Vraiment pas. Ouais. Bah non, parce que je pense que on en avait parlé au début, pendant l'intro de cette saison, mais déjà, je suis arrivée très tard sur les comédies musicales, mais en plus, celles qui m'ont un peu convertie et qui me passionnent, c'est celles que je trouve merveilleuses et qui sont donc les comédies musicales plutôt du vieil Hollywood, en Technicolor. Et donc, Chicago, je l'associais pas du tout à ça, puisque évidemment, c'est dans un autre registre. Et ça me donnait vraiment pas envie, le peu de choses que je savais sur ce film, parce que je savais vraiment pas grand-chose, mais l'affiche et le casting ne m'attiraient pas, et ce que j'imaginais être la direction artistique du film ne m'attirait pas du tout non plus. J'imaginais un truc hyper sombre et un peu glauque et dépouillé, et en fait c'est exactement ça, mais ça me donnait pas du tout envie de le voir. Oui, c'est sa version Broadway, en fait, donc c'est fun. Oui, et avec beaucoup d'intelligence et d'humour, oui. Et je pense que c'est ça, on en a parlé des milliards de fois, mais l'écriture, pour nous deux, c'est hyper important, oui, et bien sûr. C'est vraiment un des trucs que j'ai le plus apprécié dans le film. Donc, tu as aimé le film ? Ouais, franchement, j'ai trouvé ça très très bien, à ma grande surprise. Ce film qui a gagné l'Oscar du meilleur film est vraiment, vraiment bien. Est-ce que tu peux le résumer en 30 secondes ? C'est un film sur le fait que le mensonge, la manipulation et l'homicide volontaire sont des stratégies parfaitement acceptables contre l'oppression patriarcale. Oui, pour devenir célèbre aussi. Et pour devenir célèbre, c'est ça. Et oui, c'est vraiment une ode à la misandrie et au meurtre de nos conjoints. Sachant qu'en plus, pour le coup, les raisons qu'elle donne dans la chanson très célèbre, c'est pas des femmes battues en général. Oui, non, c'est ça. Il y en a une qui est victime de violence, mais donc en gros, l'intrigue elle-même, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Roxy, qui tue son amant parce que il l'a saoulée, quoi. Et elle l'atterrit en prison. Et en prison, elle rencontre une femme qui, elle, a tué son mari et sa sœur parce qu'ils avaient une liaison extra-conjugale tous les deux. Cette femme qui s'appelle Velma. Et elles ne vont pas du tout se lier d'amitié, mais elles vont toutes les deux essayer de s'en sortir en prison et aussi de sortir de prison, notamment grâce à leur popularité dans la presse, puisque le film satirise le Chicago des années 20 avec toute la violence et la corruption qui ont caractérisé l'époque. Et donc, c'est un regard très cynique sur le fait qu'elles peuvent faire la une des journaux en étant des meurtrières de sang-froid et qu'elles essayent de se dépasser l'une l'autre dans la manipulation pour rester à la une des journaux pendant qu'elles sont en prison.
Tout à fait. Voilà. Et au milieu de tout ça, vu que Roxy est une fan de vaudeville et qu'elle était fan de Velma et de ses performances sur scène, on a toute une partie du film qui est sous forme de comédie musicale et qui est un peu censée montrer la vie intérieure des personnages et notamment de Roxy. C'est un film qui est adapté d'une comédie musicale qui a été sur Broadway dès 1975. Il y a eu un revival dans les années 90. C'est une des comédies musicales les plus durables sur Broadway. C'est une comédie musicale qui a été coécrite et dont la première version sur Broadway a été mise en scène et chorégraphiée par Bob Fosse, qui est une légende de Broadway, et on voit vraiment sa patte. Ouais. C'est lui qui est derrière aussi Cabaret. Donc, c'est un peu le même registre quand même. Et d'ailleurs, Bob Fosse, qui est devenu réalisateur de cinéma et qui a réalisé All That Jazz, qui est une de mes comédies musicales préférées, qui est très dark. Et là, il y a un morceau qui s'appelle All That Jazz dans Chicago. Oui, c'est le morceau d'ouverture. Et la comédie musicale, c'était une adaptation d'une pièce de théâtre qui datait de 1926, qui avait été écrite par Marine Dallas Watkins, qui s'inspirait de 2 faits divers réels, de 2 femmes accusées du meurtre de leur conjoint, en gros, à Chicago en 1924. Et Marine Dallas Watkins avait récupéré ses affaires qu'elle avait couvertes. Donc, je pense que... Elle était journaliste. Ouais, elle était journaliste à l'origine. Elle avait écrit la pièce de théâtre alors qu'elle était étudiante à la Yale Drama School. Donc, c'était un devoir d'école, mais ça a été porté sur scène et après, ça a eu l'avenir qu'on lui connaît désormais. Putain, je pense que c'était mon rêve d'étudiante. C'était qu'un de mes devoirs devienne une grande œuvre de littérature et de la pop culture. C'est ça. Qui traverse les âges. Et donc, le film est réalisé par Rob Marshall, on l'a dit, et le scénariste, pour la petite histoire, est Bill Condon. Qui a signé Twilight Breaking Dawn, partie 1 et partie 2. Les donc, meilleurs. Ouais, voilà. on peut lui faire confiance. Exactement. Le film s'ouvre donc sur All That Jazz. On est direct sur un rythme assez effréné et très justement jazz, un peu staccato, je connais pas. Non, mais c'est très rapide et ça s'ouvre en fait sur l'arrivée de Velma au club où elle doit se produire avec sa sœur. Elle arrive, on la voit se changer et on la voit cacher un revolver et ensuite elle arrive sur scène pour faire son morceau. Elles sont censées être 2, elle est toute seule et elle va chanter All That Jazz. Et là, en parallèle, il y a Roxy qui observe ça et qui est en train de rêver à son futur de star. T'as pensé quoi de cette ouverture ? C'est très très bien, effectivement, le montage est super. Enfin, c'est un montage très frénétique, mais ça accroche tout de suite le spectateur. Je pense que j'avais imaginé autre chose et je pensais qu'elles étaient toutes les 2 dans le numéro de Cabaret ensemble, Renée Zellweger et Catherine Zeta-Jones. Donc j'étais un peu décontenancée pendant 5 minutes parce que je comprenais pas pourquoi elles se connaissaient pas en fait dans la scène d'ouverture. Surtout qu'on la voit déchirer l'affiche avec sa sœur et donc j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais le numéro est très très bien et en fait tu m'avais demandé avant si je connaissais des chansons de Chicago et je crois que je t'avais dit non et en fait c'est vrai que All That Jazz je la connaissais notamment parce que j'ai vu des numéros de drag queen sur All That Jazz et qu'à chaque fois que j'avais vu ces numéros là ou entendu ce morceau ça m'interpellait parce que je me disais mais c'est fou, All That Jazz c'est aussi le nom de cette comédie musicale de Bob Fosse que j'adore et j'arrivais pas à faire le lien entre les deux et donc ouais j'ai trouvé ça vraiment très très bien, enfin le numéro est super, la musique de cette comédie musicale est géniale, je trouve. Toutes les chansons restent en tête après et quand j'ai voulu revoir le film pour préparer un petit peu, je me suis rendu compte que je connaissais déjà quasiment tous les airs et toutes les paroles de ces morceaux alors que j'avais vu le film qu'une seule fois. Pour moi, ça c'est vraiment le signe d'une bonne comédie musicale alors que, pour faire une comparaison un peu malheureuse, mais en ce moment il y a Wicked 2 en salle, je n'ai écouté aucun morceau à la sortie et je serais incapable de t'en citer un seul quoi. Mais moi la BO de Chicago, je l'écoute régulièrement sans même... je pense que c'est ce genre de film, typiquement, c'est un peu comme Moulin Rouge qu'on va faire la semaine prochaine, où je connais bien plus les morceaux que le film en lui-même. Le film, en vrai, je l'ai vu plusieurs fois, mais c'est vraiment la BO que j'ai saignée et donc j'ai l'impression de le connaître hyper bien à cause de ça, quoi. Et d'ailleurs, ils sont sortis à la même époque, donc je pense que clairement, même la direction artistique des 2 est hyper proche. Il y a un truc hyper glauque et à la fois très très clinquant un peu. Ouais, clinquant et un peu poisseux et glauque dans les 2 et ouais, je pense que c'était clairement le style de l'époque. C'est souvent cité avec Moulin Rouge, 8 Mile, donc la comédie musicale d'Eminem. Excellent film aussi. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre au programme aussi. Et donc Chicago, comme les films qui ont permis un revival du genre de la comédie musicale dans ces années-là, dans les années 2000. Ouais. Tu t'es très vite approprié la chanson, en tout cas.
And all that jazz. Donc dès la première scène, on y découvre les 2 principaux personnages féminins. Je trouve que c'est assez bien fait aussi parce qu'on comprend assez vite leur personnalité et leur positionnement aussi dans l'histoire. On va commencer par Velma Kelly, donc, qui a un nom hyper classe, moi je trouve, et qui est jouée par Catherine Zeta-Jones. Comment tu la décrirais ? Elle est très belle, déjà. C'est Catherine Zeta-Jones, quoi. Ouais. Et c'est une diva. C'est une star de la scène qui a donc tué son mari et sa sœur dans un accès de rage quand elle a découvert qu'ils couchaient ensemble, qui est assez froide émotionnellement dans une grosse partie du film et qui, je pense, est très heureuse au final de ne plus avoir à partager la scène avec qui que ce soit, même sa sœur, parce qu'on sent qu'elle a vraiment l'âme d'une grande star, quoi. Donc tu l'as dit, elle a tué son mari et sa sœur. On découvrira plus tard pourquoi quand on aura la chanson où elles expliquent toutes leur motivation. Autant tuer son mari, j'approuve à 100%. Ouais, mais sa sœur, autant non. tuer sa sœur, ouais, c'est hardcore. Ouais. Non, tu sens que c'est une cour de... elle rigole pas, quoi. Ouais. Faut pas l'emmerder. Elle va être arrêtée. Elle a fait un crime. Tout à fait. Oui. Elle a fait un crime. Oui, elle a fait un gros crime. Et donc, à la fin de ce morceau, elle est arrêtée par la police de Chicago qui débarque dans le bar. Même ça, c'est assez stylé parce que être arrêtée sur scène, en gros, on sent qu'au moment où la police arrive, qu'elle savait tout à fait que ça allait arriver, mais du coup, son dernier acte avant d'être emprisonnée, c'est de faire son grand numéro toute seule sur scène. C'est assez badass. Et là, il y a une mise en abîme, en fait, qui va annoncer aussi le fonctionnement du reste de la comédie musicale, où Roxy Hart, qui est jouée par Renée Zellweger, est dans la salle, observe Velma sur scène et se rêve, elle, sur scène. Donc d'un coup, la fin du morceau, Velma est remplacée par Roxy. Et on voit un peu la transposition de l'imaginaire de Roxy qui se rêve comme une grande star, quoi. Ça va annoncer la façon dont le reste de la comédie musicale fonctionne, parce que bon, c'est vrai que les comédies musicales, elles prennent, il y a des parties prises, c'est-à-dire qu'il y en a où tous les morceaux vont se dérouler sur scène dans le cadre d'une représentation qui est une représentation aussi dans le film. Il y en a d'autres qui vont être des opéras chantés, comme Les Misérables ou comme Les Parapluies de Cherbourg ou comme Annette. Enfin, même s'il y a des paroles entre les chansons dans Annette, là, c'est un peu comme Crazy Ex-Girlfriend, où en fait, on comprend que la plupart des morceaux sont des projections de l'imaginaire de Roxy, qui en fait vit sa vie à travers des représentations de comédie musicale. En fait, ouais, voilà, elle fantasme parce qu'elle-même veut être sur scène. Et en fait aussi, tous les petits bruits ou tous les comportements vont évoquer chez elle des morceaux musicaux. Et c'est un hommage aussi du coup à l'origine de la comédie musicale, d'avoir cette mise en scène très théâtrale qui est dans l'imaginaire de Roxy, mais qui représente des performances sur scène, quoi. Oui, et puis ça permet d'avoir une comédie musicale qui est très Broadway, en fait, dans son apparence et dans son esthétique et dans son approche des morceaux, tout en gardant un certain réalisme dans le reste de l'intrigue, ce qui était quand même un défi assez majeur, je pense, pour le film. Donc, ça fonctionne très bien, moi, je trouve. T'as bien résumé, en fait, Roxy, son profil quand tu l'as découverte. Du coup, elle est un peu des loulous, elle, c'est ça ? Un peu, ouais. Selon la rumeur, ce rôle aurait pu aller à d'autres stars. Enfin, il y a d'autres stars qui ont été considérées pour le rôle. Charlize Theron, Marissa Tomei. Marissa Tomei, ça aurait dépoté quand même. Ouais, c'est clair. Christine Applegate, Mila Jovovich, Jennifer Aniston. Je le vois pas trop, mais donc, au final, c'est allé à Renée Zellweger. Tu la trouves comment dans ce rôle ? Je la trouve vraiment géniale. Il faut savoir que je déteste Bridget Jones. C'est un gros point de tension entre Marie et moi. Et d'ailleurs, j'ai vu Bridget Jones About the Boy. Ça va, tu fais un AVC ? Petit AVC, ouais, excusez-moi. Dans l'avion, je la supporte pas et donc je trouve que... bon là tu parles d'un... Bon bref, l'original Bridget Jones, il est trop bien. Oui, mais Bridget Jones, vraiment, j'aime pas du tout Renée Zellweger dans ce rôle non plus, alors que dans Chicago, je la trouve super. Et je trouve que c'est un très bon choix de casting, en tout cas quand tu me listes les autres actrices qui ont été envisagées, parce que elle a une ambivalence, je trouve, Renée Zellweger, où elle peut totalement avoir
un air innocent et un peu pur, voilà, naïf, de la blonde avec le visage très rond, etc. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui est très angulaire, déjà dans son physique, et qui peut avoir une certaine sécheresse et une certaine froideur aussi. Et le rôle est parfait pour jouer sur cette ambivalence-là de Renée Zellweger. J'adore Roxy, je trouve que c'est un personnage génial. Et en fait, je pense que je l'aime beaucoup parce que c'est clairement l'ancêtre de Pearl, même si elles sont contemporaines, en fait, au final. Mais... Pearl, qui est un film horrifique qu'on avait regardé dans la saison horreur. Non. Halle sur les folles. Sur les vilaines filles, ouais. Pardon. Et oui, qui est un film de Ty West dans lequel Mia Goth incarne une fermière un peu pathétique qui se rêve aussi grande star. Et Pearl, c'est mon icône, je l'adore, et elle tue beaucoup de gens parce qu'elle veut être une star et qu'elle n'arrive pas à l'être. Et c'est un personnage qui est assez divertissant dans tout son aspect psychopathe. Et Roxy, qui elle aussi rêve d'être sur les planches et a un côté assez manipulateur et assez violent, en fait, me rappelle beaucoup Pearl et je la trouve très divertissante pour ça. C'est vrai qu'elle est divertissante. Ouais. Roxy, quand on la découvre, elle a une liaison avec un homme qui lui promet monts et merveilles, qui lui dit qu'il va la présenter à un manager, parce qu'elle, la seule chose qu'elle veut, c'est vraiment être sur scène, quoi. Cet homme est joué par Dominic West. Oui. Donc déjà, dès qu'on le voit arriver... On sait que ça va être un connard. Ouais, voilà. Il n'y a pas trop de doute sur son rôle dans l'histoire. Par contre, Dominic West, il joue vraiment que des connards, quoi. C'est vrai. Je crois qu'il a jamais joué un homme vraiment honorable de sa vie. Même s'il est très sympathique dans The Wire, mais c'est toujours un petit connard, quoi. Oui. C'est un petit con dans The Wire. Il y en a d'autres où c'est vraiment un gros connard. Ouais. Et surtout, un petit con libidineux. Oui, toujours. Et là, c'est exactement ça aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est l'amant de Roxy. Déjà, leur introduction, quand ils sont en train de monter les escaliers chez elle, il y a un côté très subversif, en fait, dans tout le film, mais qui démarre là, parce qu'en plus, on sait que ça se passe dans les années 20 et que Roxy est une immense traînée. Je trouve ça vraiment jouissif à regarder, en fait. C'est vrai. Elle est un peu con, ceci dit, parce qu'il y a sa voisine du dessous. Quand t'apprends après, parce que donc Roxy est en réalité mariée, ce qu'on ne sait pas au tout début quand on la voit débarquer avec cet amant. Et on comprend après, la voisine du dessous, du coup, qui la voit monter en roulant des pelles à ce mec qui n'est pas son mari. Tu te dis, à un moment, ça va peut-être revenir aux oreilles de ton mari. Mais bon. C'est clair. Mais il faut dire que son mari, qui est joué par John C. Reilly, est un bon bougre. Et donc, forcément, je pense qu'elle se dit que tout va passer et elle n'a pas vraiment tort. Oui, parce que quand même, ça va loin dans ce qu'il est capable d'avaler. C'est ça. Et en fait, c'est inspiré, donc, une des deux criminelles dont la pièce de théâtre s'était inspirée à l'origine, s'appelait Beulah Annan. Et elle, c'est horrible. Donc, elle a tué un homme dont elle a dit qu'il avait essayé d'abuser d'elle. Mais je crois que la question, c'était est-ce que c'était pas en vrai son amant ? C'est ce qu'elle avait dit à son mari. Bref, elle a tué un homme. Son mari l'a soutenue et a dépensé toutes ses économies pour la soutenir pendant tout le procès. Et elle a largué à la fin du procès. Oh, quelle héroïne. Tu adores John C. Reilly ? Oui. Quel homme. Il est génial. Il est génial dans tout ce qu'il fait. C'est un acteur qui a notamment beaucoup joué avec Paul Thomas Anderson, qui était super plus récemment dans Les Frères Sisters de Audiard, et qui a souvent ce genre de rôle de mec un peu penaud. C'est un acteur qui a une grande ambivalence, qui peut être à la fois très masculin et plein de sensibilité, qui a une voix très particulière et un physique très particulier aussi. Et ouais, moi, je l'adore. Il est très attachant, en fait. Franchement, si j'étais mariée à John C. Reilly, je serais ravie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'aime aussi beaucoup les noms des personnages, puisque lui, il s'appelle Amos, donc Amour. Et t'as Velma Kelly, tu vois, Kill, et comment elle s'appelle, Roxy Hart, qui est aussi... pleine de cœur. Ouais, voilà, pleine de cœur. Encore une fois, il y a un côté très old school et très théâtral dans tout ça qui m'a beaucoup plu. Je pense que le moment où on comprend tout l'humour de ce film, c'est dans le numéro qui concerne Amos, qui s'appelle Funny Honey, qui est un numéro que chante donc Roxy alors que la police est en train d'interroger son mari parce qu'elle vient de tuer donc Dominic West, son amant.
le cadavre est couvert par un drap dans la chambre et son mari est en train d'être interrogé par la police parce qu'il a accepté la responsabilité du meurtre. C'est-à-dire qu'il dit que c'est lui qui l'a tué parce que c'est un homme qui a essayé de s'immiscer, de cambrioler leur appartement. Et donc, ça commence avec... Mais ça aurait pu les innocenter tous les deux parce que ce serait un motif parfaitement acceptable pour tuer quelqu'un et donc... De légitime défense. Ouais, voilà. Et donc, ils sont à 2 doigts de s'en tirer avec ce meurtre. Exactement. Mais il est trop con pour... C'est pas qu'il est trop con, c'est qu'en même temps, le flic a senti le truc arriver aussi. Bon, il est trop con aussi, mais c'est pas... Enfin, il est con parce qu'il a cru sa femme au début et qu'il a même pas pris la peine de regarder qui était sous le drap. C'est vrai. Mais en gros, Roxy est en train de se rêver en numéro un peu de cabaret toujours, mais elle est allongée. Elle s'imagine, alors qu'elle est dans la pièce, elle se projette sur un piano en train de chanter une chanson d'amour à son mari qui, bon, a pas l'air comme ça et qui est un peu con, mais il est vraiment gentil, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, explique un peu ce qui va se passer dans la chanson. En fait, au fil du morceau, on voit l'interrogatoire qui se développe et plus on avance, plus le personnage de Amos trébuche sur les questions du policier et va comprendre que la personne qui a été tuée, c'est quelqu'un qu'il connaît très bien. Et il se demande vraiment pourquoi ce mec qu'il connaît très bien et que sa femme connaît très bien aurait essayé de les cambrioler. Et il comprend donc que sa femme, en fait, lui a été infidèle. Et donc, il vend la mèche, comme on dit. Et pendant ce temps-là, la chanson de Roxy se transforme pour être de plus en plus agressive envers son mari. Au début, c'était censé être un éloge de sa gentillesse et du fait qu'elle et qu'elle peut toujours compter sur lui, etc. Et en fait, les paroles évoluent pour dire qu'elle le trouve totalement pathétique et insupportable et qu'il l'a trahi. Et elle finit même par, dans la réalité, alors que son mari est en train de se rendre compte de tout ça, elle finit par lui dire « mais t'es vraiment trop con ». Enfin, elle l'insulte devant le policier. Et donc, elle s'accuse elle-même aussi. Donc, ils sont quand même tous les deux... Enfin, ils se sont bien trouvés, parce qu'ils sont tous les deux un petit peu concons. Bah non, mais c'est évident. En fait, à ce moment-là, elle sait qu'elle a perdu. Enfin, même si elle s'était pas jetée sur lui, elle était arrêtée, quoi. La meuf, mais moi, je nie jusqu'au bout. Hein. Oui, mais t'as la voisine qui arrive et qui dit « Oui, c'est bien lui qui a roulé des pelles. » T'as pensé quoi de ce numéro, Funny Honey ? Je le trouve très, très drôle et surtout, je trouve Renée Zellweger excellente dans ce morceau. Non, enfin, vraiment, pour moi, c'est le moment où tu comprends à quel type de film t'as affaire. C'est-à-dire qu'au fait qu'il y a énormément d'ironie, de mordant et que c'est très, très bien écrit, quoi. C'est-à-dire que les chansons sont vraiment intelligentes, en plus d'être très addictives et catchy. Donc, c'est très plaisant. Ouais, et je pense que c'est aussi effectivement le morceau qui a cristallisé pour moi le personnage de Roxy. Et c'est ce que je préfère dans ce personnage, c'est que... c'est tout ce qu'elle n'est pas, en fait. Parce que quand le film démarre, tu t'imagines surtout que c'est la blonde alors que Catherine Zeta-Jones est la brune, que Catherine Zeta-Jones est sur scène alors qu'elle rêve un peu d'être sur scène. Tu l'imagines tout de suite dans une posture d'ingénue. Et t'imagines qu'elle va arriver en prison de manière très naïve et qu'elle va être un petit peu choquée par tout ce qui va lui arriver. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un personnage d'ingénu. Et je trouve ça génial parce que honnêtement, c'est hyper rare au cinéma d'avoir une structure narrative comme ça avec 2 personnages féminins qui sont un peu odieux dès le début et qui ne vont pas avoir de rédemption non plus jusqu'à la fin. Enfin, c'est vraiment un parti pris hyper assumé de les montrer toutes les deux comme des manipulatrices qui ont très peu de qualités attachantes en fait dès les premières scènes du film. Ouais. Après, la pièce de théâtre a été écrite par une femme à l'origine. Donc, merci à elle. Tu as associé Amos à une personnalité assez célèbre en ce moment et je dois dire que c'était assez bien trouvé. That's no great physique, and Lord knows he ain't got the smarts. C'est son Travis Kelce en fait. Et oui. C'est ça, il sait pas jouer au ballon, mais en tout cas, il est un peu concon et elle l'aime beaucoup quand même. Donc, Roxy et Velma, toutes les deux, se retrouvent en prison. De façon concomitante. Bravo, tu l'as casé. Exactement. Sachant que Velma a été arrêtée quelques semaines plus tôt, et donc Velma est devenue une star encore plus en prison. C'était une petite personnalité de cabaret à la base, et là, avec le meurtre qu'elle a commis, enfin qu'elle dit ne pas avoir commis, elle dit qu'elle a fait un vide amnésique, elle ne se souvient plus de rien, et elle a pris conscience de ce qui s'était passé seulement quand elle a lavé le sang sur ses mains.
Velma est devenue la célébrité de la prison et on découvre un peu le fonctionnement justement de cette prison pour femmes à Chicago avec ses célébrités mais aussi sa matrone qui est jouée par Queen Latifah. Qui est génial. Et là aussi, un ancêtre de Orange is the New Black puisque on voit vraiment tout l'écosystème de la prison et tout l'aspect politique en fait qui est nécessaire pour survivre dans un tel environnement. Bon, Oz était sorti aussi à la même époque mais c'était une prison d'hommes alors que là... En fait, tous les clichés qu'on peut avoir sur les femmes aussi, sur le côté peste, manipulatrice, qui se tire dans les pattes, tout ça, le film joue assez bien dessus sans que ça soit cliché justement, sans qu'on ait l'impression d'être dans un poulailler avec des femmes qui sont en rivalité permanente. Enfin, je trouve que c'est pas vraiment comme ça qu'on le ressent, mais il y a quand même quelque chose de très jouissif dans le fait de voir toutes ces femmes qui se détestent. Queen Latifah, donc elle joue la matrone, donc elle joue aussi celle qui va accorder des points ou pas. Et sa chanson, c'est When You're Good to Mama, Mama's Good to You, qui est une chanson qui lui convient parfaitement. Donc on comprend un peu ce système de bakshish en fait, qui est complètement installé dans la prison et que Roxy va devoir appréhender. C'est un autre système de corruption puisqu'il y a aussi, on va le voir avec l'avocat, avec la presse, avec les juges et le personnage de Queen Latifah participe aussi à toute cette corruption du Chicago de l'époque puisqu'il faut lui donner des petits billets pour qu'elle accepte de mettre les prisonnières en contact avec certains avocats ou leur donner certains privilèges au sein de la prison. Ouais, exactement. Arrive mon numéro préféré. Je pense le meilleur numéro de Chicago, celui que je réécoute le plus souvent et je pense que c'est honnêtement le plus légendaire. All That Jazz est très connu, mais pour moi c'est le bloc tango, donc c'est de celui-là dont il s'agit. Et vraiment à un autre niveau. Le principe en fait c'est que... Encore une fois, c'est Roxy qui s'endort et donc on a le bruit d'une goutte qui tombe et ensuite on a le bruit d'une serrure qui tourne et en fait avec tous ces bruits ambiants, il va y avoir une forme de rythme qui va être installé et qui va faire le tapis musical de cette chanson. Au fil des jours dans la prison, Roxy découvre les histoires de plusieurs prisonnières et ça va s'insérer dans cette chanson qui en fait est un morceau où plusieurs femmes viennent raconter autour d'une chaise et mimer un peu ce qui s'est passé au moment du meurtre qu'elles ont commis et pour expliquer ce qu'elles font là. Et donc chacune a sa petite histoire qui est racontée et puis après il y a le refrain qui est hyper catchy et il y a très très peu de mea culpa dans cette chanson. Oui, il n'y en a pas. C'est trop bien. J'aime les histoires de femmes meurtrières. C'est ça, j'étais sûre que ça va être bien. C'est une chanson entière sur ça, c'est génial. Et en plus, c'est vraiment du victim blaming, c'est trop bien. Bon, t'as aimé le morceau ? Bah oui, c'est génial. Enfin, c'est déjà effectivement très entraînant. La mise en scène est géniale. C'est le numéro musical le plus important, je pense, du film. Oui, et au niveau de la chorégraphie, au niveau de la mise en scène, il y a un côté hyper dramatique. Enfin, c'est très, très théâtral, en fait. Ouais, et iconique, je pense, parce que il y a ce moment où il y a plein de portes de cellules entassées. Enfin, ce côté très théâtral avec les femmes qui font une chorégraphie derrière, un peu langoureuse. Et c'est marrant parce que cet été, j'ai vu le concert de FKA Twigs, qui était incroyable en termes de mise en scène. Enfin, c'était vraiment très, très, très impressionnant et on aurait dit une comédie musicale de Broadway. Et il y a un numéro qui ressemble très fortement à ça. Et maintenant, je me demande si ça a pas, forcément infusé dans la pop culture. Ou... Ah bah si, il y a eu plein... Enfin, je me demande même s'il n'y a pas un numéro dans Crazy Ex-Girlfriend où il y a une référence à ça. Enfin, c'est fort possible, ouais. Il y a plein de références à ce moment. C'est vraiment iconique, ce morceau et la chorégraphie et la mise en scène de ce morceau. Ouais, c'est très très impressionnant et c'est pour ça, je me dis, c'est d'autant plus impressionnant que ce soit son premier film, même si il avait déjà une grande expérience en termes de comédie musicale, mais c'est vraiment brillamment exécuté, enfin vraiment sur tous les plans, sur la mise en scène, la photo, les costumes, le montage. Et oui, les paroles sont très très savoureuses. C'est vraiment un morceau entier sur le fait que tous ces hommes méritaient d'être butés. Oui, dont un qui méritait d'être buté parce que il faisait des bulles avec son chewing-gum, quoi. So I came home this one day and I'm really irritated and I'm looking for a little bit of sympathy. And there's Bernie lying on the couch, drinking a beer and chewing. No, not chewing. Popping!
So I said to him, I said, you pop that gun one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall and I fired 2 warning shots. Into his head. Et là, encore une fois, c'est des femmes qui, comme tu dis, ne s'excusent pas du tout d'être violentes. Et il y a un côté tellement subversif là-dedans que, ouais, je ne pouvais qu'aimer. Bah, le refrain, c'est « He had it coming », donc il l'a bien mérité quand même. Ouais, il l'a bien cherché. Non, mais ce morceau est génial, quoi. Et les petites histoires, maintenant, moi, je les connais par cœur à chaque fois. Et au milieu, t'as la hongroise qui dit « not guilty ». Et c'est elle qui va être pendue au final. Voilà. C'est aussi, enfin bon, après, c'est un film extrêmement divertissant. On va pas commencer à essayer d'en retirer un message politique ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment un film sur la corruption de ces années-là, qui s'en amuse énormément. Mais l'ironie, évidemment, dans le film, c'est que la seule qui est condamnée à mort et qui, en plus, ne va pas devenir une célébrité et tout ça, c'est celle qui clame son innocence. C'est vrai. Alors que les autres sont de toute évidence très très coupables. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que plus elles sont coupables et plus la presse les adore. Roxy va se créer un personnage d'ingénue, innocente, enceinte, martyrisée, amoureuse de son mari pour essayer de s'en sortir, alors qu'on voit bien que c'est très compliqué pour elle de jouer ce rôle-là, et que c'est pas une très bonne actrice d'ailleurs. Elle aimerait bien être sur les planches, mais elle a pas trop de talent, et c'est très compliqué parce que elle-même, sa nature est plutôt roublarde et un peu vulgaire. Et en fait, on voit arriver plutôt dans le dernier tiers du film une nouvelle meurtrière qui, elle, assume totalement le fait d'être vulgaire et violente. C'est une héritière, donc elle a le pouvoir de l'argent derrière aussi, quoi. Et en fait, elle est jouée par Lucy Liu. Ouais. Et c'est cruellement ironique puisque elle va voler la vedette à Roxy, alors qu'elle n'a pas à jouer ce rôle d'ingénue. Et donc moi, à la place de Roxy, j'aurais les boules parce que je me dirais, j'aurais dû aller à fond dans mon personnage de meuf cruelle. Peut-être que ça aurait mieux marché, quoi. Après, moi, je pense que le personnage de Lucy Liu, typiquement, c'est parce qu'elle est si riche qu'elle fascine aussi, quoi, et qu'elle peut se permettre d'avoir ça. Et Roxy, elle est maligne dans le fait d'utiliser son image de blonde innocente. Oui, elle joue Cosette, quoi. Voilà, exactement. Il y a un personnage qui est assez central, qui arrive en fait au bout d'un tiers du film. Il arrive vraiment pas tout de suite. Et d'ailleurs, tu étais assez surprise de le voir arriver. Tu l'avais pas vu venir, je crois. C'est le personnage de l'avocat, Billy Flynn, qui est l'avocat star aussi. Mais c'est marrant parce qu'en vrai, on retrouve, les avocats pénalistes aujourd'hui, c'est aussi, il y a un côté, les avocats stars des barreaux qui développent une réputation et justement une célébrité en défendant les pires criminels, quoi. Et là, c'est Billy Flynn qui arrive et qui... Et donc, tous les morceaux que va chanter Richard Gere dans ce film sont sur le fait qu'il manipule tout le monde. Qu'il est un peu un marionnettiste qui va manipuler la presse, manipuler le tribunal pour non seulement obtenir l'innocence de sa cliente, mais obtenir encore plus de célébrité pour lui et pour sa cliente aussi. Le rôle a failli être joué par Michael Jackson, apparemment. Enfin, en tout cas, il avait été considéré pour le rôle. Et c'est Harvey Weinstein qui a dit non, parce qu'il a dit qu'il attirerait un peu trop toute la lumière vers lui. Ah, les années 2000. Exactement, c'est vraiment le camoulox. Mais donc, heureusement que c'était pas Michael Jackson, je pense, pour de nombreuses raisons. Mais il faut dire que, il avait peut-être un talent musical un peu plus prononcé que Richard Gere, qui n'est pas un grand chanteur, mais qui a beaucoup de charisme. C'est qui le joue? Ladies and gentlemen, presenting the silver-tongued prince of the courtroom, the one, the only, Billy Flynn. Putain. Je savais pas qu'il était dans ce film. Le béret, c'est un choix quand même. Oui, quand il arrive, il est pas sapé de manière il a très une sexy. casquette Gavroche parce que il se la joue. La chanson là, c'est tout ce qui compte pour moi, c'est l'amour. Alors évidemment que c'est pas vrai, c'est totalement l'argent. Mais ça fait partie de son personnage aussi, quoi. T'as bien aimé son personnage? Oui, c'est Richard Gere, il est très charmant, mais c'est vrai que c'est pas ma partie préférée du film, je pense. Je trouve que la deuxième moitié du film est moins bonne que la première, et je trouve que c'est parce que son personnage à lui prend trop de place. Ouais, il est trop présent, ouais. Et ses morceaux sont assez répétitifs, c'est-à-dire
qu'il y en a un qui est vraiment génialissime pour moi, c'est celui où il joue littéralement un marionnettiste avec le personnage de Roxy, et où déjà du coup la chorégraphie est très impressionnante et ils sont géniaux tous les deux. Et puis la mélodie est hyper répétitive et un peu agaçante, où c'est Dagan, 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 Dagan. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Donc ce morceau est vraiment génial, mais il y en a au moins 3 qui nous racontent un peu la même chose. Oui, quoi. bah, c'est ça. Et donc c'est vrai qu'à la fin on en a un peu marre, où je crois que c'est le morceau du procès, c'est Razzle Dazzle, où c'est le morceau qu'il y a dans le procès, où il dit encore une fois à Roxy de manipuler tout le monde et d'en faire des caisses pour impressionner un peu le Razzle jury. Dazzle them. Ouais, et au bout d'un moment on a compris en fait qu'il faut manipuler tout le monde et faire plein d'esbroufs. Enfin, je trouve que c'est pas ce qui fait le plus progresser l'intrigue, et en plus dans un film si subversif sur la féminité, les personnages qui m'intéressent le plus, c'est forcément les personnages féminins et pas celui de l'avocat, quoi. Oui, c'est ça. Pour moi, en fait, il aurait fallu l'avoir à plus petite dose. Parce que c'est un très bon. Je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, marrant, qui a des bonnes répliques et qui a certains bons morceaux, comme tu dis. Mais moi, je m'en lasse beaucoup, quoi. Et je trouve que ça devient trop répétitif aussi. Après, c'est peut-être aussi parce que un autre chanteur nous aurait peut-être moins lassé. Enfin, tu vois, Richard Gere, il est super, mais peut-être que quelqu'un d'autre au casting, peut-être pas Michael Jackson, mais en tout cas, quelqu'un qui serait plus impressionnant, tu vois, dans ces numéros-là, rendrait ces parties-là moins agaçantes. Mais moi, ça m'a rappelé un peu Russell Crowe dans Les Misérables, quoi, où tu dis c'est un super acteur, mais quand tu le fais chanter, c'est catastrophique. Oui, bah au bout d'un moment, c'est un peu douloureux, quoi. Il y a d'autres apparitions de stars. On a dit, il y a Lucy Liu, qui est tellement belle. Exactement, voilà, il fallait le dire. Et il y a aussi 2 stars de Broadway, parce qu'on sent vraiment que Rob Marshall, et puis de toute façon, la comédie musicale en elle-même vient de Broadway, mais cette origine est très célébrée dans le film. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans tous les films qu'on met en avant cette saison, c'est celui qui est le plus Broadway. Et qui a vraiment ce côté très théâtral de scénographie qu'on retrouve vraiment dans un théâtre sur Broadway, quoi. Ouais, bah c'est très dépouillé, c'est-à-dire que on en avait même parlé avant, où je disais je crois qu'il y a un numéro avec des chaises, et c'est vraiment ça, c'est comment faire beaucoup avec très peu d'outils à notre disposition dans les décors et dans les lieux, puisque c'est un film qui se passe en prison, donc il y a vraiment un côté très épuré qui rappelle le théâtre et qui fonctionne très bien. Ouais, des décors un peu bizarres. Un peu carton-pâte. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien? Bah, ça fait comédie musicale, quoi. Ouais. Ah bah tu vas voir, ça fait comédie musicale du début à la fin. Sur ce côté Broadway, il y a aussi 2 acteurs qui apparaissent, qui sont vraiment des légendes de Broadway. Il y en a une, c'est Christine Baranski, qui a joué, je pense que les gens qui nous écoutent doivent la connaître plutôt dans The Good Wife, c'est celle qui joue Diane Lockhart. Et The Good Fight. Et elle joue aussi dans Mamma Mia, et très important. C'est l'une des amies de la mère. Et en fait, Christine Baranski, c'est une légende de la scène new-yorkaise. Elle a une voix incroyable. Et là, elle a un tout petit rôle, mais un rôle qui compte quand même et qui marque pas mal. Elle joue une journaliste de tabloïd de l'époque. Et donc, elle est totalement corrompue, totalement manipulable. Et c'est un vrai plaisir de la retrouver. Putain, mais il y a tout le monde dans ce film. Ouais, c'est Broadway en même temps, oui, makes sense. Ouais, si tu fais ta comédie musicale et que t'as pas Christine Baranski dedans, t'as vraiment raté ta vie, quoi. Exactement. Et il y a Taye Diggs, qui est aussi une autre légende de la scène de Broadway de ces 30-40 dernières années, qui était mariée à Idina Menzel pendant un bout de temps, qui est magnifiquement beau, et qui apparaît ici, en fait, c'est le maître de cérémonie, enfin, c'est celui qui joue du piano et qu'on voit dans All That Jazz, on le voit aussi dans Funny Honey, il apparaît à plusieurs reprises dans le film. Tu le reconnais? La personne? Non. Le trompettiste? Non. Ah oui, attends, c'est Taye Diggs? Ouais. Putain. En fait, ce film, je le trouve très fun, quoi. Bah, il est très très fun, et en fait, je pense que c'était ça la plus grosse surprise pour moi, c'est que ça correspondait exactement à ce que j'avais imaginé en termes d'identité visuelle, et c'est ça qui me faisait peur. J'avais peur que ce soit trop cafard, quoi, que ça me rebute. Mais il y a tellement d'humour et d'intelligence dans les dialogues, les chansons, la mise en scène, tellement de malice, en fait, que ça devient hyper divertissant. Et en même temps, j'aurais dû m'y attendre parce que c'est totalement la même époque et la même tradition et le même style que Moulin Rouge, et j'adore Moulin Rouge.
En fait, c'est des thématiques qui sont extrêmement dures et qui peuvent rebuter le spectateur, mais qui sont traitées avec beaucoup d'humour. Mais même dans les costumes, par exemple, il y a quelque chose d'anti-comédie musicale. Enfin, en fait, dans toutes les parties qui se passent dans la réalité, que ce soit dans la prison ou dans l'appartement de Roxy au début, il y a un côté vraiment crado, avec des tenues qui tombent un peu... Oui, elles sont en train de remiser leur bas souvent, ou des choses comme ça. Et ça, j'aime beaucoup aussi parce qu'il n'y a pas le côté fake non plus dans les tenues qu'on pourrait imaginer en fait dans certaines comédies musicales. Il y a vraiment le contraste qui marche super bien entre l'imagination de Roxy et la réalité qui est beaucoup moins glamour. Petit classement des numéros musicaux, on va pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En fait, les meilleurs pour toi, c'est lesquels, et les moins bons, c'est... Je pense Cell Block Tango et All That Jazz font partie des meilleurs. J'aime aussi beaucoup The Gun, The Gun, The Gun, The Gun. Et j'aime beaucoup le Velma Kelly in an Act of Desperation. Oui, c'est très drôle. Rien que ça, en fait, ce jeu de mots est exceptionnel. Et Catherine Zeta-Jones, c'est marrant parce que la première fois que j'ai vu le film, j'étais surprise que ce soit elle qui ait eu l'Oscar pour ce film-là parce que j'étais beaucoup plus concentrée sur Zellweger et le personnage de Roxy. Et en fait, en le revoyant, je le regardais que d'un œil parce que je devais faire autre chose en même temps, mais j'étais très frappée par les numéros de Catherine Zeta-Jones. Et elle est tellement impressionnante à la fois dans sa chorégraphie, dans son intensité, dans sa voix, que en fait, je comprends tout à fait pourquoi elle a été récompensée pour ce rôle-là. Oui, après, souvent en plus dans les Oscars, c'est des trucs de circonstances par rapport à qui était en face et tout. Mais Zeta-Jones, moi, je la trouve hyper impressionnante aussi. C'est une ancienne danseuse et ça se voit vraiment dans le film parce qu'elle a vraiment une présence sur scène et un don pour la danse que Zellweger est bonne, mais c'est pas la même chose, quoi. Enfin, on sent vraiment qu'il y a un rythme chez Catherine Zeta-Jones qui est supérieur, quoi. Elle est meilleure, je trouve, au niveau présence scénique, quoi. Faut quand même préciser que cette année-là, aux Oscars, il y avait beaucoup de moins de films en lice que maintenant, mais c'est un Oscar du meilleur film qui est un peu resté dans l'histoire et qui est considéré par certaines personnes comme injuste, parce que en face, il y avait Les Deux Tours, il y avait Le Pianiste, il y avait Gangs of New York de Scorsese, et il y avait Les Heures. Et 3 des films en lice étaient des films de Weinstein, Les Heures, Chicago et Gangs of New York. Et il y a eu toute la campagne notamment qui a été menée par Weinstein pour Gangs of New York est restée assez culte puisqu'elle représentait très bien les méthodes très sales, très poussives et malhonnêtes de Weinstein pour faire gagner ses poulains. Mais il a compris assez vite que Gangs of New York n'allait pas gagner, justement parce que la campagne a été très vite dénoncée par les gens de l'industrie. Ils trouvaient que Weinstein allait trop loin dans la campagne qu'il faisait pour Gangs of New York. Et donc, il y a beaucoup de votes qui se sont reportés sur Chicago, un petit peu aussi par contestation envers la campagne de Gangs of New York. Ce qui est ironique, puisque Chicago était aussi un film de Weinstein. Et il y a plein de gens maintenant qui estiment que le film Chicago n'aurait pas dû gagner face à ces autres grands films qui sont restés dans la postérité. Mais en fait, de ce que j'ai lu, déjà, Chicago était le favori pendant toute la saison. Enfin, tout le monde adorait parce que c'est un film sur Broadway, que c'était une adaptation. Mais c'est assez intéressant et j'étais à Los Angeles récemment et j'ai notamment parlé avec des gens qui se souviennent de cette campagne des Oscars là et de Chicago et qui m'ont dit eux-mêmes Chicago n'aurait pas dû gagner. C'est vrai ? Parce que en fait, notamment Le Pianiste, mais Les Heures, Gangs of New York. Enfin, c'est vrai que aujourd'hui, Les Deux Tours quand même. Et Les Deux Tours, c'est vrai que c'est des films. Enfin, de tous ces films-là, Chicago n'est pas forcément celui qui est. C'est le moins mémorable en tout cas. Exactement, et qui a pas traversé les époques aussi bien que. Non, mais c'est un peu comme The Artist, en fait. C'est des films, désolé pour ceux qui adorent The Artist et tout ça. Moi, j'aime beaucoup Chicago, c'est juste, mais c'est pas des chefs-d'œuvre, c'est juste des bons films. Enfin, Chicago, c'est un très bon film de divertissement. Mais c'est sûr que par rapport à The Hours ou par rapport à Gangs of New York, moi, je trouve ça. Enfin bon, j'aime beaucoup Scorsese, mais c'est pas mon beaucoup préféré trop long, de Scorsese, Par contre, Les Deux Tours, c'est vachement bien quand même. Non, mais c'est surtout par rapport au Pianiste. Bon, après, le Pianiste, il y a tout un contexte aussi autre, mais bon, qui était peut-être pas forcément pris en compte à
à l'époque à Hollywood de toute façon. Bah si, en fait, justement, là aussi, c'était... en fait, il y a eu, de ce que j'ai lu, des votes de contestation qui sont allés au pianiste parce que Weinstein aurait poussé pour faire ressortir les accusations de viol, enfin le procès pour viol contre Polanski dans la presse à ce moment-là. Et donc, ça a déjà pas mal terni la réputation de Polanski. Et il y a pas mal de gens qui ont voté pour le pianiste parce qu'ils trouvaient ça dégueulasse que Weinstein ait appuyé sur cette corde-là pour faire gagner Scorsese. Et apparemment, c'était une énorme surprise que le pianiste gagne l'Oscar du meilleur acteur et du meilleur scénario et du meilleur réalisateur, puisqu'il n'était pas du tout considéré comme un frontrunner à l'époque. Et on pensait que Chicago allait tout rafler. Mais en fait, c'est utilisé comme un exemple de la stratégie de Weinstein qui s'est un peu retournée contre lui. Et donc, visiblement, à l'époque, il y avait déjà pas mal de gens qui étaient assez choqués par le fait que Polanski gagne des Oscars, mais il y en avait aussi qui voulaient le soutenir face à la campagne de dénigrement que Weinstein avait lancée contre lui. Donc, c'est assez fascinant, toute cette cérémonie des Oscars et tout ce qu'il y a eu. Moi, je trouve que The Hours, malheureusement, a été... Oui, mais bon, The Hours, ça aurait jamais été un film de meilleur film aux Oscars. Non. Mais ça aurait dû. Si ça ne tenait qu'à moi, c'est pour celui-là que j'aurais Évidemment, voté. mais c'est un film qui est oscarisable pour les actrices, justement, Oui, et oui, ça oui. l'a été, mais pas pour meilleur film, tu vois. Même si je trouve que c'est un film qui est supérieur à la plupart des films sur cette liste, je vois pourquoi ça l'a pas eu. Oui, non, totalement. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Moulin Rouge. Ça va être incroyable. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Ami le podcast. On adore vous lire. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez. Elle va le tuer. Wow. Bien joué. Il mérite. Salut, moi c'est Anaïs et je n'ai pas mangé un plat entier de macaroni and cheese hier soir, mais si je l'avais fait, comment pourriez-vous me dire que j'ai eu tort? C'est dans quoi ça? Bah ouais, c'est la chanson. Oui. Mais il n'y a pas de macaroni and cheese, ça c'est ta blague. Bah oui. Putain. Je suis fatiguée. Et tout ce jazz.